Et si l'histoire qu'on apprend tous à l'école, n'était pas toute la vérité? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va creuser un peu, regarder les faits qui, disons, ne collent pas tout à fait avec la version officielle de notre passé, pour essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout ça. Comment l'être humain est-il passé d'un être, souverain et conscient, à une simple ressource? C'est un peu le fil rouge qu'on va suivre pour explorer les failles de notre histoire. Bon, pour commencer, il faut partir d'un constat assez simple en fait. On vit dans un système pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a une concentration extrême du pouvoir et des ressources tout en haut. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est juste un fait, c'est la structure même de notre société. Mais la vraie question, ce n'est pas tant de savoir qui est au sommet, non. Le plus important, c'est de comprendre comment un tel système a pu devenir acceptable. Parce que pour que ça tienne, il faut que ceux qui sont tout en bas acceptent leur place. Ils doivent avoir intégré une certaine vision d'eux-mêmes, une vision qui, au final, justifie leur position dans la pyramide. Et justement, cette vision, elle repose sur un récit bien particulier de l'histoire humaine. Celui qu'on nous sert à l'école, dans les documentaires, une idée toute simple, qu'on nous martèle sans arrêt. L'humanité aurait progressé, mais alors tout doucement, dans la douleur, presque par hasard. On nous présente cette chronologie, vous la connaissez. D'abord des chasseurs-cueilleurs qui luttent pour survivre. Puis, hop, l'invention de l'agriculture qui permet de se poser quelque part. Ça donne naissance aux premières villes, et enfin, ça nous mène à notre super-ère technologique. Un chemin bien droit, bien logique. Sauf que, ce récit ne tient absolument pas la route face aux preuves matérielles. Parce que figurez-vous qu'au moment même où l'humanité est censée être nomade et précaire, il existe déjà des choses qui ne devraient tout simplement pas être là. Et je ne parle pas de petites cabanes, non, je parle de complexes monumentaux. Allez, commençons par le cas le plus flagrant, Göbekli-Tepe, dans le sud-est de la Turquie actuelle. Ce que les archéologues ont découvert là-bas, ce n'est pas ambigu du tout. Les datations carbone 14, elles sont formelles. On a refait les tests, il n'y a pas de doute. On parle de 9600 avant notre ère. C'est énorme. Parce qu'à cette époque, si on ouvre n'importe quel manuel d'histoire, qu'est-ce qu'on lit? On lit que l'humanité, c'était juste des petits groupes de chasseurs-cueilleurs nomades. Et c'est là que tout s'effondre. On nous dit que les grandes constructions, c'est une conséquence de l'agriculture. Or, Göbekli-Tepe a été bâti bien avant les premières traces d'agriculture dans la région. Ça veut dire que des groupes, qu'on qualifie de primitifs, ont érigé ces temples. Ça inverse complètement la logique qu'on nous a apprise. Göbekli-Tepe n'est pas juste une petite exception, non. À des milliers de kilomètres de là, une autre civilisation pose exactement le même problème, mais à une échelle encore plus spectaculaire, l'Égypte ancienne. Ce qui est absolument fascinant avec l'Égypte, c'est qu'elle ne semble pas avoir de phase de rodage. Dès le départ, on trouve un État parfaitement structuré, une écriture qui fonctionne, une architecture monumentale. C'est comme si elle était apparue d'un coup déjà complète, comme si elle avait hérité d'un savoir déjà maîtrisé. Pensez aux grandes pyramides de Gizeh. On parle d'une précision absolument folle, des blocs de plusieurs dizaines de tonnes ajustés au millimètre près, une orientation sur les points cardinaux que même nos instruments modernes auraient du mal à égaler. Et on voudrait nous faire croire que tout ça a été fait sans fer, sans roues, sans machines complexes? La logique est quand même un peu difficile à suivre. Et ce schéma, il se répète ailleurs. Allons faire un tour sur le sous-continent indien, là où le récit officiel commence, disons, à vraiment prendre l'eau. Au cœur de Delhi, il y a un pilier de fer de plus de 7 mètres de haut. Il est là depuis au moins 1600 ans. Et sa particularité, c'est quoi? C'est qu'il est exposé à la pluie, au vent, à tout ça, et il ne rouille pas. Sa composition chimique montre une maîtrise de la métallurgie que l'Occident ne comprendra que des siècles plus tard. Et ce n'est pas fini. Le temple de Kailasa, toujours en Inde, on parle de plus de 200 000 tonnes de roches extraites. Mais ce n'est même pas la quantité qui est le plus bluffant. Non, le plus fou, c'est que ce temple n'a pas été construit pierre par pierre. Il a été creusé directement dans la montagne, en partant du sommet pour aller vers la base, d'un seul bloc. Ça implique une vision d'ensemble parfaite dès le premier coup de ciseau, sans aucune marge d'erreur. Et bien sûr, on n'a retrouvé aucun plan, aucune version d'essai. C'est juste là, parfait. Alors quand on accumule tous ces exemples, on ne parle plus d'anomalie, de simple exception. On commence à voir se dessiner un motif, une sorte de signature, qui nous raconte une toute autre histoire. Le schéma, c'est toujours le même. Une architecture gigantesque, une maîtrise technique qui semble venir du futur, des connaissances en astronomie hyper précises et surtout, ce savoir qui apparaît d'un coup, sans crier gare, déjà mature, sans qu'on puisse voir d'où il vient. Et c'est assez intéressant de voir que les textes anciens de l'Inde, les Védas, racontent une histoire qui est l'exact opposé de la nôtre. Ils ne parlent pas d'une humanité qui progresse, mais d'une humanité qui oublie, qui perd un savoir qu'elle avait reçu bien avant. Alors pourquoi on s'accroche autant à une histoire qui est contredite par autant de preuves? Quel est l'intérêt de maintenir cette idée d'une humanité qui aurait démarré dans la boue et l'ignorance?
Eh bien la réponse nous ramène à notre toute première question. En fait, il y a deux manières de concevoir l'humain. Soit comme un être souverain, conscient, connecté, qui par nature est impossible à gérer, à prévoir, soit comme une ressource qu'on peut gérer, optimiser pour qu'elle s'intègre bien dans un système. Et voilà le point crucial. Un être humain qui est convaincu que son histoire est une lente sortie de l'ignorance accepte beaucoup plus facilement l'idée qu'il a besoin d'être éduqué, corrigé, normalisé. Ce récit de progrès linéaire, c'est le socle idéologique qui rend le contrôle des populations possible. Pour pouvoir contrôler les corps, il fallait d'abord contrôler les esprits, en nous faisant oublier qui nous étions vraiment. Et ça nous amène à une toute dernière question forcément. Si toutes ces merveilles techniques et ce savoir incroyable ont été effacés de notre mémoire collective, qu'est-ce qu'on a bien pu oublier d'autre ?